J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série d'interviews pour l'AICM. Alors, l'AICM, qu'est-ce que c'est? C'est l'association des conférenciers, des maîtres de cérémonie et des acteurs de l'événementiel. Alors, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook, notre page LinkedIn ou encore notre YouTube et vous retrouverez avec Asso Trait d'Union AICM ou encore visitez notre site internet asso-AICM.fr et n'hésitez pas à devenir adhérent chez nous. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vais déjà faire un petit tour vers le chat pour voir s'il y a du monde aujourd'hui. Bonjour Michel, super à tous de vous retrouver ici. Alors n'hésitez pas évidemment à communiquer dans le chat. Bon, pour nous, ça nous permet de voir que vous êtes là. N'hésitez pas à poser des questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors aujourd'hui, je reçois Bruno Adler, membre de l'association AICM, qui est conférencier, auteur, très productif, vous allez le découvrir tout à l'heure, entre autres du livre sur la positivité. Il est surtout, c'est une personne qui libère les énergies et les ressources individuelles et collectives. Ça permet en fait de développer le mieux-être et aussi le mieux vivre ensemble. Alors, je vous propose de découvrir immédiatement Bruno Adler. Alors, normalement, hop, je le fais venir. Mais, si je ne te mets pas dans la diffusion, t'as apparu. J'ai envie de te mettre dans la diffusion. Comment vas-tu? Ça va bien. Bonjour Anne, bonjour à chacune et chacun présent pour ce live. Merci de m'y avoir convié. Écoute, avec plaisir. C'est une façon aussi qu'on puisse découvrir les membres de l'association. Et pour moi, ça me permet aussi de connaître encore un peu plus les personnes qui y font partie. En tout cas, je suis ravie de te découvrir aujourd'hui un peu plus que les quelques fois où on s'est croisés en visio. Alors, dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter, mais en 15 secondes? Bruno Adler, libérateur d'énergie positive. Sur l'ensemble de mes interventions, mon but, c'est de pouvoir permettre à chacun de s'exprimer, de s'épanouir, de s'accomplir au travers de ses ressources. C'est bon pour le chrono?
C'est parfait, mais c'est vrai que je me suis dit qu'il faudrait que je mette un chrono. Comme ça, vous serez un peu stressé avant de commencer. C'est toujours sympathique de mettre les gens mal à l'aise. Alors, dis-moi, tu dis énergie positive, mais c'est très vaste comme sujet. Puis c'est un peu galvaudé pour certaines personnes. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus? Donc, quand on vient chez toi, tu dis que tu libères nos énergies positives. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça peut faire comme changement? Alors déjà, je vais dire ce que je ne suis pas magnétiseur, hein, parce que ça donne un peu cette idée-là. C'est vraiment dans mes accompagnements, je vais faire en sorte, que ce soit en individuel ou en équipe, de faire s'exprimer les forces, de faire s'exprimer au travers du passé des réussites, des succès, de façon à ce que pour pouvoir relever les nouveaux défis, les personnes et les groupes soient en mesure de se rendre compte qu'ils en sont capables. Et je m'inspire de la psychologie positive, hein, de l'étude du fonctionnement optimal des personnes et des organisations et de tous ces outils pour pouvoir aller dans ce sens. D'accord, je comprends mieux. Donc, ça veut dire qu'au lieu de se dire qu'on n'est peut-être pas capable, on va aller découvrir tout ce qu'on a déjà mis en place et c'est ça qui va activer en fait nos forces intérieures et notre envie encore plus forte d'aller plus loin. C'est oui, ça, et le fait que ça crée dans le cerveau une construction au travers des souvenirs, des succès qu'on a remportés, des défis qu'on a relevés, etc. Et le fait d'entendre ceux des autres, ça permet de créer quelque chose qui permet d'être constructif au lieu de se retrouver face à un changement dans ses angoisses. Donc en fait, au lieu de prendre le chemin du film d'horreur, hein, on va aller plutôt sur un film d'aventure. Et c'est vrai qu'on a un peu doué hein, pour ça, trouver des excuses négatives et effectivement, comme tu dis, faire le chemin du film d'horreur, on est plutôt doué. Mais moi, je voudrais savoir comment, si aujourd'hui tu pouvais aider les personnes qui nous écoutent, comment on peut déjà se connecter à nos énergies positives? Alors, il y a, en rapide, déjà, regarder quelles sont les sources d'émotions désagréables. Oui. Regardez par exemple BFM et Ah, c'est celle-là. si tu veux être déprimé, ça marche bien. Hein, donc tu regardes toutes les sources d'émotions désagréables et les sources d'émotions agréables. Et l'idée, c'est de faire la bascule. Comment je réduis les sources d'émotions désagréables inutiles, écouter la radio en boucle, par exemple, et me mettre, par exemple, le petit jingle que tu avais tout à l'heure qui me faisait danser, ça ne se voyait pas, je profitais qu'on ne voyait pas l'image, ou me mettre des musiques entraînantes ou des podcasts de différentes natures. Donc, choisir en tout cas ce qu'on écoute. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi, mais moi, je trouve quand même intéressant de pouvoir regarder des informations, de s'intéresser à ce qui se passe. Est-ce qu'on ne peut pas regarder les informations, mais peut-être sans les subir? En tout cas, c'est compliqué de rester objectif. Déjà, c'est limiter, éviter de, comme certaines personnes, de l'écouter en boucle, même Ok. derrière, etc. Donc, c'est choisir les moments, peut-être choisir aussi les médias qui sont un peu moins catastrophiques et essayer de choisir des médias qui soient beaucoup plus objectifs et font la part des choses. Bon, déjà, c'est. Et puis, savoir se dire qu'est-ce que je peux faire ou pas par rapport à un événement extérieur, éviter de se tomber avec ça. Il n'empêche que c'est quand même une question de regard. Il faut aussi que je garde en tête qu'il y a des belles choses malgré tout. Hein. C'est vrai qu'on a un environnement qui peut être anxiogène. Oui. Voilà, il y a le soleil, il y a le sourire d'un enfant, il y a voilà, plein de petites victoires tous les jours qu'on peut fêter. Donc, c'est à faire un choix, être conscient du choix qu'on fait, être conscient que si, par exemple, on regarde des informations, elles sont là pour nous informer, pour peut-être nous booster, mais pas nous descendre. Et c'est aussi, donc, c'est quand même à travers notre mental qu'il faut. Oui, c'est vraiment un choix. Notre cerveau joue avec nous ou se charge voilà, va se charger en émotions difficiles par rapport à des événements sur lesquels on ne peut pas forcément quelque chose ou qui nous concernent. Mais il est possible de faire le choix d'envisager les choses de manière plus objective ou alors de se faire très peur pour dire bon, bah voilà, le pire, c'est ça. Oui. Et là, on va voir le film d'horreur. Et là, on va voir le film d'horreur. Consciemment, on va. Tu te mets le film d'horreur, mais de l'autre côté, après, tu te mets le film d'aventure. Puis au milieu, tu mets le documentaire pour voir vraiment ce qui risque de se passer. Faire la part des choses, rester objectif par rapport à une situation.
Alors, je vais un petit peu faire un tour dans le chat, voir ce qu'on nous dit. Alors, je vois que Michel nous dit: je regarde les actualités pour rester connecté au monde, mais je n'en. Je vais y arriver. Mais je n'en abreuve pas. Oh, ce fut compliqué, mais j'y suis arrivée. Il continue à proscrire en urgence, regarder ou écouter les actualités. Ça tue l'optimisme. On est tout à fait à. Ah! Nous avons Adrien, mais attention, l'objectivité n'existe pas. Eh bien, Adrien, je vais prendre ta réflexion que je trouve intéressante, comme d'habitude, évidemment, Adrien. Alors, Adrien nous dit que l'objectivité n'existe pas. Es-tu d'accord avec ça ou pas? Et pourquoi? Je m'inspirais de la systémique, c'est qu'on a chacun notre vérité, notre réalité, et on peut imaginer que la réalité n'existe pas. On a chacun notre film, nos visions. Après, on peut tendre sur le fait de poser les éléments en regardant, en faisant quand même des analyses de risque que moi je qualifierais quand même d'objectifs. Après, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot objectivité. Mais on peut toi, quand même. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot objectivité? Le fait de pouvoir être le plus factuel, tangible possible par rapport à une situation et de ne pas être conduit par mes émotions, par mes impressions, d'éviter les impressions, les pensées et de faire en sorte d'aller chercher des éléments qui soient concrets. Alors sur certains sujets, ça reste difficile sur ce qui se passe à 1000 km de chez nous ou 2000 km avec toutes les propagandes. Effectivement, il est difficile d'être objectif. Je découvre que Michel nous fait d'abord ce premier commentaire. Ça, c'est un commentaire objectif donc, par rapport à Adrien, petit trait d'humour. Et nous avons, il existe néanmoins de l'objectivité, la science. Ben c'est tout l'intérêt. Moi, je me suis longtemps demandé comment je pouvais mettre en évidence ce que je sentais, qu'on pouvait mettre en face l'épanouissement et l'accomplissement, le bien-être et la performance dans les entreprises. Je travaille en entreprise depuis longtemps en tant que consultant, formateur, etc. et coach. Et en fait, au travers de la psychologie positive, qui sont des scientifiques, psychologues, qui ont étudié des gens qui allaient bien, qui ont étudié les moyens de pouvoir faire évoluer des personnes pour qu'ils puissent aller mieux, pour être dans l'accomplissement. Là, on parle de science, effectivement. Alors après, on appelle la science du bonheur, donc attention à ce terme, mais ce sont des scientifiques et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que ça me permet de pouvoir, de manière plus objective, dire voilà comment on peut créer cet équilibre performance attendu dans les organisations et épanouissement, bien-être des personnes. D'accord. Réalisation. Oui. Et je continue avec un commentaire d'Adrien. Un commentaire journalistique, par exemple, ne sera jamais objectif puisque le simple choix des mots utilisés traduit une opinion. Adrien, c'est de quoi il parle? C'est notre big champion du storytelling, le maître. C'est le meilleur, sachez-le, en toute objectivité. Bon, j'ai laissé le champion parce que mon sujet, il est plus sur, il n'est pas sur l'objectivité. Oui, mais bon, voilà, on continue ici sur le thème. Oui, mais non plus. Pardon? Non, je ne vais pas me fâcher dans une interview comme ça avec un interlocuteur, ce serait dommage. Non, et surtout avec Adrien, qui est un amour. Oui, mais non plus. Les théories scientifiques tendent aussi à se contredire. Donc, par moments, c'est plus subjectif et empirique qu'objectif. Et on va laisser le sujet, en tout cas, sur l'objectivité, qui, en tout cas, fait débat. C'est très intéressant. Mais moi, j'aimerais revenir. Tu sais, on a parlé d'objectivité, on a parlé de se reconnecter à ces énergies positives. C'est encore des mots qui pourraient un peu troubler, choquer ou donner l'impression que c'est pas très sérieux, puisque évidemment, ouais, dans tout métier, il y a des gens qui sont, on va dire, charlatans. Mais toi, qu'est-ce qui fait que tu es un expert dans ton domaine? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ah ouais, Bruno Adler, c'est une bête? Il faut que je relie les deux phrases. Qu'est-ce qui fait que, voilà, tu es domaine où on te dit, oui, c'est un expert, parce que peut-être à travers un témoignage, peut-être que tu peux nous partager un témoignage, quelqu'un que. Je ne suis pas confortable avec la question parce qu'il est difficile de nos jours d'être expert tellement les informations bougent vite. Donc alors effectivement après, quand on prétend pouvoir apporter aux autres quelques enseignements, quelques visions, il faut faire en sorte de pouvoir donner des éléments qui soient avertis. Donc lorsque je parle d'un sujet, déjà je me le suis toujours appliqué à moi-même sur l'ensemble, notamment ce
que j'ai écrit, que ce soit sur la gestion de la relation, au travail ou perso. Voilà. Donc, je l'ai appliqué à moi-même, dans mon entourage, avec aussi les personnes que j'accompagne et donc ou les organisations que j'accompagne. Donc, j'ai pu le vérifier. Je ne me suis pas contenté de lire. Après, j'aime beaucoup lire, regarder, étudier, apprendre. Je l'ai dit, en fait, je suis un cancre, donc autodidacte, un compulsif. Comme je suis toujours en train de me former depuis 35 ans, je suis différentes formations sur différents sujets. Et donc, j'aime bien aller à fond, lire les livres après m'être formé, appliquer un peu avant, un peu après. Voilà. Donc, je fais en sorte de connaître au maximum, on ne les connaît jamais parfaitement, les sujets que je transmets et que je partage. Et je le fais en général en l'associant pas seulement à des éléments théoriques, mais aussi à de la pratique. D'accord, bah oui. Tu parlais du mot positif tout à l'heure et du fait qu'effectivement, ça peut être tout à fait galvaudé. Je vois comment il est. Je pense à la positive attitude de la chanson de Laurie. J'ai accompagné ma fille il y a longtemps quand elle était ado, à l'époque au Zénith de Montpellier pour écouter Laurie. Je ne suis pas là-dedans. C'est pas tout va bien, je vais bien. Donc il y a beaucoup de à chaque fois qu'on veut faire du bien, en fait, c'est souvent galvaudé. Le mot résilience, Oui, mais malheureusement, c'est dit ça. qu'il est galvaudé, mais il est fort, il est intéressant. Le mot bienveillance, c'est pareil. Voilà. Alors, c'est vrai que la psychologie positive, on pourrait l'appeler plutôt la psychologie optimale. Hein. L'idée, c'est elle n'est pas contre d'autres formes de psychologie, c'est juste aller voir les gens qui vont bien, qui s'épanouissent, et comment il est possible de pouvoir aller dans cette voie-là. Il ne s'agit pas de positiver à tout craint. On peut continuer de voir ce qui peut moins aller. Par exemple, c'est être un optimiste réaliste. Et moi, je suis mon premier cobaye. Je suis devenu optimiste réaliste. C'est-à-dire, je vois le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas que confondre le verre à moitié plein en pensant qu'il est plein. Tu remets les lettres de noblesse à ces mots qui ont été si souvent galvaudés. Alors, Michel nous partage ceci. On la met à toutes les sauces, la psychologie positive, comme les neurosciences, à toutes les sauces. Es-tu d'accord avec ça? Alors, c'est vrai qu'on parle de psychologie positive ou de pensée positive, parce qu'il y a une confusion avec la nouvelle vague, pas la nouvelle vague, le New Age, tendance New Age des années 60, 70, etc. Donc, voilà, il peut y avoir beaucoup de confusion au travers de ça. Effectivement, comme ça a été nouveau, ça a été découvert, certains s'en emparent. On peut faire des formations pour être psychologue positif en 10 heures sur Internet. Enfin voilà, alors qu'il y a vraiment des scientifiques, y compris en France, qui passent du temps, se consacrent à des études vraiment pertinentes dans les organisations. En France notamment, ils développent beaucoup l'école positive, tout ce qui est autour de l'enseignement. Donc c'est dommage que ce soit mal utilisé, mais c'est comme tout. C'est comme tous les outils de communication que j'ai connus, la CNV, la PNL, tous ces domaines que j'apprécie, et je pense qu'il y en a d'autres, sont repris par d'autres personnes, transformés. Voilà, donc ça fait partie du jeu. Tu fais partie des spécialistes de la psychologie positive. Tu as d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le grand livre de la psychologie positive. Est-ce que tu pourrais nous en parler en quelques secondes? En fait, nous donner envie d'aller acheter ton livre. Pourquoi lui Oui, et pas alors, lui? à l'origine, je voulais, comme mes autres ouvrages, faire plutôt un livre pragmatique. Donc, il y a toute une partie où ce sont principalement les outils ou méthodes provenant de la psychologie positive qui sont utiles pour pouvoir aboutir à des projets, pour pouvoir se sentir mieux au quotidien, etc. Ça demande vraiment de la pratique. Et puis, mon éditeur Erol m'a demandé de pouvoir rentrer dans une collection qui demandait plus d'éléments. Donc, j'y ai ajouté des principes, quels sont les différents grands principes de la psychologie positive, du fait des chercheurs, et aussi la genèse. Et il a voulu absolument le mettre dans l'ordre, la genèse, les principes et les outils, ce qui peut être très soporifique. Donc, je dis à tous les lecteurs, commencez par ce qui fait la moitié du bouquin, la partie 3, par les outils, vous feuilletez, vous regardez ce qui vous intéresse, et si ça vous intéresse, voilà, comme moi, qui est passionné par ça, vous pouvez lire la genèse et le reste, mais en gros, ne lisez pas comme un roman, sinon vous risquez de le poser, quoi. Alors, pourquoi on devrait prendre maman ton l'a livre? lu du début jusqu'à la fin, c'est tout. Comment? Alors, pourquoi on devrait choisir plutôt ton livre qu'un autre? En quelques secondes, dis-nous pourquoi lui et pas un autre.
Alors, moi, je me compare pas aux autres. Je suis désolé, je me compare avec moi-même. Je pense que c'est une hygiène personnelle. Ça peut paraître prétentieux. Le Non. but, c'est de. Je suis content qu'il y ait d'autres ouvrages sur le sujet et je suis pas meilleur que les autres. Je suis pas moins bon. C'est pas mon sujet. J'essaye Alors, d'être meilleur dans mon sujet. c'était pas la question, Pardon. c'était pourquoi ce livre serait-il plus intéressant pour d'autres? Si justement il y a des livres, autant de livres sur la psychologie positive, c'est qu'ils apportent tous quelque chose. C'est comme il y a Ouais. énormément de conférenciers sur un même sujet, on en choisira un autre et pas l'autre, pas parce qu'il est moins bon ou parce qu'il est meilleur, parce qu'on est plus attiré par lui pour telle ou telle énergie. Donc ton livre, Ouais. en soi, J'en apprécie beaucoup d'autres. Je dirais, pardon, je t'ai coupé. Excuse-moi. non, pas grave, tu vas répondre à la question, donc c'est parfait, vas-y. J'étais justement sur cette partie plus pragmatique des outils. Il y a pas mal d'outils parce que on ne sait pas ce qui peut fonctionner pour les uns et les autres. Et même les résultats des études sur les outils ne sont jamais que des moyennes. Voilà. Alors même si ça marche à 70% ou à 80%, 90%, bah, on peut faire partie peut-être du petit pourcentage. Donc c'est à chacun de voir qu'est-ce qui peut vous parler, qu'est-ce qui peut vous intéresser, qu'est-ce que vous pouvez expérimenter. Hein, pas essayer, parce qu'essayer, ça laisse supposer qu'on va peut-être rater. Expérimenter, c'est que je le fais à fond, et puis je vois si ça me convient ou pas. Donc, c'est, voilà, aller piocher différents, voilà, c'est pour expérimenter. Mon livre a suffisamment de matière pour cela. Voilà. J'ai répondu à tes questions? Oui, c'est parfait. Donc, ça permet en tout cas aux personnes de se dire qu'ils vont pouvoir connaître la science du côté de la psychologie positive, mais aussi avoir des exercices. Donc, il est assez complet. Il y a un autre livre qui m'a fait assez rire dans son nom. Et si je supportais mieux les cons? Alors, tu me dis que tu n'aimes pas te comparaître, mais le titre quand même, et si je supportais mieux les cons? Alors, c'est que quelque part, il y a une petite comparaison. Peux-tu me parler de ce livre que je trouve très rigolo comme titre? C'est le premier livre effectivement, que j'ai écrit. C'était sur. Alors, en dessous, il y a écrit personnalité difficile, mode d'emploi. Il y a plus sérieux. Effectivement, il y avait ce côté un peu provoque, qui m'appartient aussi. Je commence quand même dans le préface, par dire on est toujours le compte de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas de la comparaison. Mais, C'était une petite blague. donc l'objet, c'est vraiment de pouvoir permettre à des personnes de se positionner, notamment au travail. Il y a plein de personnes qui sont en difficulté, soit parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles n'aiment pas les conflits, parce que c'est difficile pour elles, parce qu'elles pensent que ça ne se fait pas, etc. Donc, pas mal encore une fois, d'outils inspirés de différentes approches pour pouvoir le faire. Et au-delà de tout ce qui est assertivité, communication non violente, enfin sortir gagnant-gagnant, il y a quand même une réalité où de temps en temps, il faut savoir aussi se positionner de manière ferme. Il ne faut pas être tout le temps là-dedans. Moi, j'ai dû revenir en arrière parce que j'ai tendance à être un petit peu en mode coup de boule, donc j'ai travaillé dessus, sur les outils. Mais il faut de temps en temps savoir se positionner clairement en disant stop. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens, alors, soit d'éviter quand les conflits sont inutiles, hein, soit de se positionner dans une logique de gagnant-gagnant, bon, c'est ce qu'on va préconiser plutôt, soit carrément de se dire là, stop, c'est pas OK, et d'empêcher quelqu'un de nous nuire et de l'arrêter, ou nuire à une organisation, à une équipe. Alors, je vous remercie beaucoup, Bruno. Alors, je vous propose évidemment, vous pouvez retrouver ces livres à la FNAC et sur son site internet brunoadler.com ou .fr. J'ai un trou de mémoire. OK, c'est Bruno-Adler.com. Oui, alors je l'ai mis. Enfin, je regarderai ça après, je l'ai mis. Donc, vous pouvez retrouver ces ouvrages sur son site internet, évidemment à la FNAC et sur toute autre plateforme, et je vous les conseille vivement. Tu parlais tout à l'heure de gagnant-gagnant. Donc, avoir une Oui. relation gagnant-gagnant, c'est pas toujours évident. Comment peut-on arriver à mettre en place une solution gagnant-gagnant? Parce que je pense que c'est un terme qu'on peut utiliser, que ce soit dans une relation affective, que ce soit dans une relation amicale, dans une relation professionnelle. Mais comment faire pour être sûr qu'on est bien juste dans la notion du gagnant-gagnant? Alors, comment faire? Pour moi, il y a deux questions. Il y en a une première, c'est vraiment une question d'objectif. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, parce que je ne peux pas conduire un échange avec quelqu'un ou ce qui se passe, c'est vraiment d'avoir mon objectif en tête que de pouvoir aboutir tous les deux et de vivre ça. Et que ce soit vraiment mon intention interne vis-à-vis de quelqu'un et de la partager. Après,
voilà, bah, pour Adrien, ça va lui plaire peut-être, mais moi, je ne crois pas en la justice. Je ne crois pas qu'on puisse être juste. Ça rejoint un peu sa notion effectivement d'objectivité. Donc, on peut tendre on peut faire en sorte d'être vraiment dans un équilibre, dans une équité, plus qu'une égalité. Voilà, c'est au moins une question d'intention et avant tout une question de vraiment le vouloir. Après, on a les outils, les moyens. Mais des gens qui utilisent la CNV pour détourner, enfin, j'ai vu ça dans les couples, c'est très drôle, hein, ça fait passer un bon moment. Quelqu'un qui va démontrer à l'autre que comme il n'utilise pas bien le process de la communication non violente, que l'autre est nul, c'est assez rigolo quand même à voir, c'est complètement contre-productif par rapport à l'approche. Voilà, donc c'est une question d'état d'esprit, de volonté, d'intention. Alors, je voudrais rebondir sur il n'y a pas de justice. Alors, si on part sur le fait qu'il n'y a pas de justice, comment arriver à être juste avec soi-même? Comment arriver à être sur un chemin qui nous correspond si au final on se dit qu'il n'y a pas de justice? Je cherche, mais dans plein de domaines, je cherche plutôt à être optimaliste, c'est-à-dire chercher à faire au mieux. Le quatrième accord Toltec, pour ceux qui connaissent. Chaque jour faire de son mieux. Et en sachant que je ne peux pas être parfait. Donc, sachant que sur la justice, sur le fait d'être juste, par exemple, voilà, j'ai 3 enfants, enfin maintenant ils sont grands, mais quand ils étaient petits, les 2 garçons, si j'autorisais quelque chose à l'un, l'aîné va dire c'est pas normal, il a été autorisé avant moi, ou si je disais t'attendras 1 an, le plus jeune il va dire c'est pas normal, je ne l'ai pas en même temps. Donc de toute façon, de l'extérieur, les gens, même si j'essaye d'être juste, vont avoir l'impression que je ne le suis pas. Ce sera subjectif. Donc voilà, donc on peut essayer de tendre à l'être le plus possible, tendre à faire au mieux, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Oui. Donc, c'est plutôt dire être dans notre justesse, mais en acceptant que pour la personne qui est en face, ce ne soit pas juste pour elle. C'est ça que tu veux nous partager quand tu dis qu'il n'y a pas vraiment de justice? Oui, et c'est ce que j'ai fait avec les enfants. Je leur ai dit, la justice n'existait pas, je ne serais pas juste, j'essaierai d'y tendre, mais voilà, de coup, vous ne me ferez pas culpabiliser là-dessus. Ça détend beaucoup. Hein. Est-ce que avant d'avoir fait ce parcours de justesse ou de moments qui ne sont pas justes, de gagnant-gagnant, d'être dans la psychologie positive, d'accepter qu'il y a des cons partout, je réduis très fort ta pensée. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner? Et si oui, comment as-tu fait pour ne pas abandonner? Alors, abandonner quoi? Abandonner peut-être une situation amoureuse, une situation professionnelle où tu disais je n'y arriverai pas. Voilà, tu as eu des moments de doute ou d'abandon. Oui, je crois que je suis à la fois persévérant et pas trop. Enfin, je peux être extrêmement persévérant pour certains sujets. Ça peut mettre des années. Voilà, si je veux faire quelque chose, quand j'ai voulu être consultant ou coach, ça peut mettre du temps ou écrire ou les conférences. Là, je pense que c'est un de mes derniers challenges. Hein. Être conférencier, c'est quelque chose qui demande effectivement de la persévérance, de l'apprentissage. Je l'ai fait au début parce qu'on est sollicité. Et non, c'est pas du tout évident. Donc là, sur ce genre de choses, je continue, j'essaie plusieurs choses, et sur d'autres, je suis capable voilà, dans la vie de couple, j'ai eu 6 vies de couple différentes, donc tu verras. Donc je n'étais pas forcément le plus grand persévérant de la Terre, mais bon, ça c'est bien, c'est des belles expériences. Mais je pense qu'il y a des moments où, voilà, à la fois on peut vivre d'autres choses, c'est pas la peine de s'obstiner. Mais je sais pas si c'est ce que j'ai fait juste ou pas. En tout cas, je crois qu'il y a des moments où il faut pouvoir arrêter ce qui me paraît plus harmonieux ou ce qui n'a plus de sens pour nous. Alors, comment arriver à comprendre, parce que quand on se retrouve dans des situations où l'émotionnel se mélange, c'est à ce moment-là où on a nos difficultés, comment on peut arriver à se dire que là, on n'est plus en harmonie et avoir le courage de quitter une situation qui peut peut-être nous apporter du confort, mais pas du confort émotionnel. Comment on peut déceler le moment où il est important de partir et comment se mettre en action? Alors, intellectuellement, enfin mentalement, ça suppose d'avoir du sens, c'est ce qui est important. Pour moi, le sens dans ma vie, ce que je me répète chaque matin, c'est je contribue au bien-être pour tous. Il y a un process pour y réfléchir, pour dire mais finalement, quel sens je donne à ma vie, que ce soit perso ou pro. Et donc, l'ensemble de mes choix, ils vont dans ce sens-là. Et si ça rentre pas là-dedans, par exemple, on m'a sollicité pour faire des missions que j'ai su faire au préalable, mettre des gens dans des boîtes, hein,
des outils un peu RH, etc., je refuse. Et puis aller en milieu pénitentiaire en étant payé 4 fois moins pour pouvoir faire des interventions, je vais le faire. Et ça fait vraiment du bien quoi, de se dire que ce que je fais, ça va dans le sens de ce qui me convient. Ça, c'est une voie mentale. Je crois que l'émotionnel compte aussi. Oui. C'est important sur d'autres périodes où je me sentais pas bien. J'étais donc consultant d'accompagnement du changement. Donc, soit j'étais plus dans un rôle humain d'accompagnement des personnes, donc de coach, que je suis devenu ensuite. Soit, voilà, je faisais du forcing. J'étais dans des cabinets, je travaillais pour des cabinets américains qui étaient vraiment dans ce que j'appelle le pushing. Et j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Je sentais dissonance en moi. Donc, je crois qu'il faut aussi écouter un moment quand on a une dissonance et dire qu'est-ce qui se passe, où est le malaise. Et c'est pas parce que je fais mal, etc. C'est peut-être parce que ça ne me correspond pas. Donc, pour moi, les deux sont à étudier. À étudier, mais pas toujours évident d'oser répondre aux questions parce que des fois, ça peut faire de très, très grands bouleversements. Par contre, je vois que et ça je le savais parce que c'est indiqué sur ton site et sur tes réseaux, tu vas dans le milieu pénitentiaire. C'est un milieu qui n'est pas évident. Moi, j'ai travaillé, mais moi avec les jeunes qui étaient en prison, donc je sais que c'est un milieu pas évident, émotionnellement non plus. Il y a de belles rencontres qui peuvent se faire et d'autres un peu plus surprenantes. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler dans le milieu pénitentiaire et as-tu un souvenir à nous partager qui pourrait nous émerveiller? J'ai commencé dans la vie active en tant qu'éducateur dans le milieu de l'éducation spécialisée, donc déjà avec des délinquants, etc. Et puis après, voilà, je suis allé sur d'autres voies, l'informatique, puis l'accompagnement d'entreprise. Donc, le fait qu'une personne me sollicite pour dire tiens, est-ce que tu ne voudrais pas faire tes ateliers en milieu pénitentiaire, je trouvais que ça avait du sens. Là, je reviens plus, je travaille aussi pour des organisations autour de l'éducation, donc avec des éducateurs. Donc, voilà, c'est revenir un peu sur ce domaine-là. Je me souviens d'un atelier, souvent dans ces ateliers, l'idée c'est de faire prendre confiance. On n'est pas dans le jugement. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont là. Ouais. C'est des petites peines, notamment que j'intervenais. Et à un moment, je dis à des gars, tiens, partagez un succès. Enfin, c'est une technique traditionnelle en psychologie positive pour que les gens puissent se souvenir de comment ils ont réussi, quelles sont les ressources qu'ils ont utilisées, quelles sont les satisfactions. Et il y a un gars qui me dit, trentaine, il me dit, moi, j'ai pas de succès. Je dis, écoute, je ne peux pas croire qu'à 30 ans, moi, je ne veux pas croire que il n'y a pas de succès. Il me dit, oui, mais c'est dans l'illégal. Je dis, je m'en fous, je ne suis pas là pour juger. Il me dit, je fais des deals, quoi. Je dis, d'accord, donc tu as le sens du commerce, tu as développé ça, tu as su développer la relation au client, enfin, je transmets ça. Il dit, oui, mais pas seulement, parce que j'ai des gens qui travaillent pour moi. Ah bon, donc tu as développé des capacités de manager, etc. Tu as toute une équipe. Oui, mais aussi, je fais fabriquer, etc. Je dis, donc, tu as développé des compétences d'entrepreneur. Et en fait, alors le gars, il a vraiment, à un moment, il était sidéré parce que c'était illégal, il pensait que ça n'avait pas de valeur. Tout ce qu'il avait réussi à faire. Alors que c'est pas évident. Je dis, c'est pas évident d'être entrepreneur. Alors, ok, c'est dans l'illégal, c'est plus facile. Mais si on retire le jugement, toutes ces compétences, capacités, voilà, il est possible de les valoriser. Je dis, il y a plein de gens qui aimeraient avoir ces capacités. Alors, ça peut se transmettre après dans le légal. Voilà, donc c'était amusant de voir comment, intéressant de voir ce bascule en disant, waouh, je sais faire des choses, même si c'est égal, je suis compétent, je suis capable. C'est souvent, on se juge, je trouve qu'on est très dur avec soi-même, et souvent les entrepreneurs sont durs avec eux-mêmes sur leur capacité à faire les choses. Comment peut-on arriver à se dire, maintenant j'arrête de me juger, ok? Donc tu nous as partagé qu'il était important de regarder ce qu'on avait déjà accompli, mais des fois, même quand on regarde ce qu'on a accompli, on trouve toujours des excuses pour dire oui mais. Comment quitter ce fameux oui mais? Il y a beaucoup de pudeur chez beaucoup de personnes. C'est très souvent, je pratique ce qu'on appelle l'entretien du haut ou en groupe, sur les succès. Et voilà, soit les gens vont dire j'ai pas de succès, soit ils vont dire oui j'ai fait ça et oui, il y a le oui même. Donc l'idée c'est de pouvoir s'attacher à ne révéler que ce qui va bien. Donc ok, il y a toujours, c'est toujours le principe de l'optimalisme. Les choses n'étaient pas parfaites, tout n'a pas été parfait, mais qu'est-ce qui allait bien?
Et comment il est possible de pouvoir le reproduire et le faire. Et en fait, c'est un entraînement. Je vois aussi avec un jeune, pour qui je fais plutôt du mentoring, et lui, il voyait toutes les choses de manière négative, voilà, ses expériences précédentes, les opportunités de stage, d'emploi, etc. Et en fait, à force de l'inviter à dire, OK, ça, c'était pas bien. Et qu'est-ce qui est, enfin, c'est en posant des questions ouvertes, en invitant la personne à regarder la lumière, quoi. Et qu'est-ce qui va bien? Et à force d'habituer quelqu'un, donc ça, c'est plus facile en coaching qu'en conférence. Hein. En conférence, on peut juste émettre à un moment la possibilité aux gens de regarder différemment. Mais lorsqu'on peut répéter ça, bah, ça permet de transformer, les personnes vont se souvenir, enfin, c'est comme si on était une voix un peu en Gemini Cricket, et le garçon en question, il m'écrit, il a des mails, ah bah tiens, alors j'ai fait tel stage, genre, okay, j'ai vu que ça allait, donc même si les choses ne lui plaisent plus, il sait maintenant faire le tri. Donc il faut inviter les personnes à regarder dehors, il fait beau, et voilà, à regarder à un autre endroit, à regarder voilà, le bon côté des choses, sans nier d'autres choses plus difficiles, mais en faisant justement l'équilibre, sachant qu'il y a une vraie asymétrie, c'est qu'on a tendance, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais la majorité des personnes, puis en France on a un tampon encore plus, voit le côté négatif. Tout à fait. Et ça, ce qui accroche comme du velcro, alors que ce qui est positif, ça glisse comme du téflon. Bah, ma proposition, elle est de faire l'inverse. C'est de laisser glisser de négatifs inutiles, il y en a plein, etc. Et s'attacher à prendre le temps, à savourer les moments qui sont agréables, qui sont précieux. Et les reproduire. Prendre le temps de savourer chaque chose et de retenir le positif. Par contre, tu me disais quelque chose que le conférencier ne fait qu'émettre. Alors, une bonne conférence bien écrite avec un bon conférencier, il ne fait pas qu'émettre. Je sais par expérience qu'il peut aussi transformer des vies en 1 heure de temps. Je ne discute pas là-dessus, tu as raison. On peut transcender, mais ça suppose un gros travail, une grande expérience. Voilà, pour l'instant, je me vois en baby conférencier pour l'instant et j'aspire à pouvoir développer d'autant plus. Mais à force de voir des conférenciers et d'en faire moi-même, je sais que ça peut transformer des vies. Oui. Tu disais aller chercher sa lumière. Alors, pour être clair, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le mot lumière, quand tu dis lumière, je suppose que c'est le positif dans les vies. On est bien d'accord quand tu nous partageais d'aller voir sa lumière, c'est d'aller voir le positif? Oui. Ok. C'est ouais, d'aller. Et puis ce qui peut être éclairé, quoi. Ce qui peut m'éclairer, c'est du positif qui peut m'éclairer sur des opportunités. Allons plutôt voir, comme tu disais, hein, allons plutôt voir notre chemin lumineux que les petits chemins un peu plus ombragés. Alors, J'avais une image en tête que j'utilise en conférence qui sont 2 gars sur une route de montagne dans un bus. Et il y en a un qui regarde la flanc de montagne comme ça, c'est gris, qui fait la tronche. Et l'autre qui regarde toutes ces beaux paysages éclairés. Donc j'avais ça en tête, sauf que je ne l'ai pas en slide là. Donc, oui, mais c'est en l'expliquant comme ça, en tout cas, moi, j'ai bien vu ce que tu voulais nous partager. Pour toi, alors, c'est peut-être une question que tu ne vas pas aimer ou qui va peut-être moins te parler, parce que je pense que c'est pas trop dans ton énergie, mais quelle est pour toi la définition de l'excellence? Ton excellence à toi? Mon excellence à moi, ça rejoint ce que je te dirais, c'est de pouvoir faire mieux que ce que j'ai fait la fois d'avant. Hein, c'est d'être meilleur que moi-même. Alors, j'ai beaucoup travaillé autour de l'excellence opérationnelle dans les usines, donc avec un certain nombre de critères. Donc, c'est faire de l'amélioration continue, et ça rejoint cette logique-là, et pouvoir faire en sorte d'avoir la plus grande performance dans les meilleurs délais au moindre coût. Voilà, je serais. Donc, Dans les moindres deux coûts. voies. Mon excellence à moi. Excuse-moi, la meilleure performance dans les moindres coûts, c'est ça que tu as dit? Au moindre coût, oui. Ah, au moindre coût. J'avais compris à moindre coût. Je me disais, mais qu'est-ce que tu viens de faire les finances là-dedans? Ok, je comprends mieux. À moindre coût. Mais c'est pas toujours évident. Faire la meilleure expérience à moindre coût, c'est pas toujours évident. Pour arriver à faire des expériences, des fois, il faut en faire plein d'autres qui va peut-être nous coûter de l'énergie, peut-être des larmes ou peu importe, mais c'est pas toujours évident. Comment tu peux juger que l'expérience que tu vas faire ou le chemin que tu vas suivre va être à moindre coût?
Comment, Alors, c'est le mot performance, c'est performance au moindre coût. Et comment effectivement, trouver? l'expérience, bah, c'est toujours en optimiste, donc réaliste. Euh, c'est l'expérience et c'est notamment une façon de pouvoir rebondir sur les échecs. Donc, voilà, quand on parle d'expérience, moi, c'est pas au moindre coup, c'est savoir investir du temps, de l'énergie en expérimentant, sachant que de temps en temps, ça a bien fonctionné, en partie complètement ou pas du tout. Et à partir de là, je pourrais m'améliorer et vraiment être D'accord. performant. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'échecs. Est-ce que tu as Oui. déjà eu un échec dans ta vie et comment tu as réussi à rebondir? Qu'est-ce que. Oui. Alors, c'est marrant parce que avant, j'avais tendance à ruminer dessus. Oui, Et maintenant, je les oublie. Donc c'est oui, bien. j'en ai eu, je sais plus, j'ai eu pour mon permis moto parce que je me suis agacé contre l'examinatrice qui connaissait rien à la moto et qui, voilà, qui faisait des interrogations débiles. Donc j'ai pas aimé, du coup j'ai pris les quilles dans le mauvais sens. Donc j'ai eu un certain nombre d'échecs comme ça du fait que émotionnellement, là, je ne savais pas gérer ma colère et donc je n'arrivais plus à faire ce que j'étais capable de faire. C'est pour ça que je prends un exemple standard. Donc, euh, j'ai. Qu'est-ce que. Bah, aller à l'école, mais c'était un peu cherché quand même, parce que je ne m'intéressais pas du tout à l'école. Et comme je ne voulais pas rester, là, c'était vraiment voulu. Par exemple, j'ai fait en sorte de ne pas avoir mon bac. Je sortais de boîte de nuit pour arriver à passer mon bac. Donc, je ne l'ai pas eu, mais c'était voulu. Quoi. Et après, mes parents m'ont réinscrit, je me suis fait virer au bout de 15 jours. Mais pour moi, c'était des réussites par rapport à un plan. Voilà, je ne sais pas si c'est ce que tu cherches. Voilà. Donc, ça m'est arrivé de volontairement louper un truc pour qu'on ne m'embête plus avec ça. À louper quelque chose pour qu'on t'ennuie plus avec ça. Et ça, c'est, est-ce que tu le considères, cette pensée, comme un échec ou comme ou quelque chose de positif? C'était de l'échec utile. Euh, L'échec certaine utile, manière, vas-y, explique-moi ton échec utile. tu, mais ça a pu m'arriver de le faire aussi avec des équipes. J'ai des équipes plutôt autonomes. J'avais un travail à faire, on avait peu de temps, on devait le faire dans une case. Et comme je savais qu'ils étaient autonomes, qu'ils ne le feraient pas bien, je suis parti en disant je suis désolé, j'ai une réunion, je ne suis pas là. Ça a été le bin. Ils m'ont dit Bruno, on n'y arrivera jamais. Donc ils sont mis en échec parce qu'ils ont suivi chacun de leur manière. Après, je leur ai dit ben voilà, je vais vous expliquer maintenant. Voilà, toi, je t'avais donné cette liste-là à lire. Est-ce que tu l'as lu? Non. Toi, je t'ai donné cette trappe. Enfin, je les ai mis en échec pour qu'ils puissent après comprendre l'intérêt de. J'utilise aussi pas mal en formation, c'est voilà, des petits jeux de prise de conscience. Moi, je trouve que l'échec est enfin, je suis très branché sur l'échec est une expérience qui permet d'apprendre. Ah, ça, on est Donc, bien d'accord. On en a encore voilà. parlé dans l'interview avec Sophie Campion, qui était la semaine Ouais. dernière. On est tout à fait d'accord que l'échec nous permet de rebondir et nous permet surtout de nous dire qu'on n'est peut-être pas sur le bon chemin. Alors, on arrive presque à la fin de cette interview. J'ai encore deux petites questions pour toi. Quelle empreinte souhaiterais-tu laisser dans ton métier le jour où tu ne seras plus là? Euh, L'empreinte, je sais pas, d'un des passeurs sur ce qui permet vraiment, ce qui nous permet à chacun de pouvoir se réaliser et en se sentant bien. Donc, voilà, comme un passeur à relayer voilà, dont les approches sont à poursuivre. Moi, je ne suis pas un chercheur, mais dont les Un enseignements passeur. sont peut-être à reprendre, mais pas tels quels, à transformer, à prolonger, à améliorer. Et toi, es-tu heureux aujourd'hui? As-tu trouvé ton vrai chemin et ton vrai propre passeur de lumière? Ah, bon, est-ce que le bonheur constant n'existe pas. Non, ça c'est Ce qui est clair, c'est qu'à 40 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle Faites vous-même votre malheur. Quand j'ai vu que tout ce que je lisais correspondait exactement à ce que je faisais, mais moi, je suis d'origine ashkénaze, c'est-à-dire juive de l'Est et protestante vrai. de l'autre côté. Donc j'étais quand même mal barré pour être heureux, enfin pour profiter. Là, je me disais, je suis pas fait pour être heureux, etc. Ça va beaucoup mieux depuis, ça fait une vingtaine d'années. Et notamment la psychologie positive avec ses outils comme le journal de gratitude me permettent de voir combien, alors que j'ai passé des épreuves de deuil, de santé aussi personnelle, qui peuvent vraiment me tirer vers le bas, et je vois combien
j'ai une autre façon d'approcher les difficultés, de les envisager, et même de rebondir et d'en faire quelque chose et d'apprécier d'autant plus par ces situations récentes difficiles, combien je peux apprécier d'autant plus les relations avec les autres, les moments avec les autres, chaque moment. Voilà, combien ça montre la préciosité de la vie. Hein, comme La Gandhi, chaque préciosité matin, de il la dit vie. merci la vie. Ouais. Ouais, la Juste dire préciosité le de la matin, merci la vie. Oui, merci pour ces précisions et la préciosité de la vie, je le retiendrai et effectivement aussi d'être en gratitude et de merci, de Ouais. remercier ce que nous avons de positif sur notre chemin. Tu nous demandes en tout cas d'aller chercher notre belle lumière intérieure et d'arrêter de se créer des scénarios catastrophes ou d'aller sur ces chemins de films d'horreur, mais plutôt d'oser regarder derrière nous ce que nous avons déjà fait de positif pour se nourrir de notre positif et non du négatif. Merci en tout cas, Bruno. Je vais juste voir dans le chat avant de te laisser le mot de la fin et de nous quitter. Voir si d'autres personnes avaient des choses à dire. Non, il n'y a pas d'autres commentaires. Alors, si vous souhaitez évidemment découvrir qui est Bruno Adler en plus en détail, je vous propose évidemment d'aller sur son site que voici, bruno-adler.com, et n'hésitez pas également à rejoindre notre association où Bruno et moi-même, nous y sommes aussi. Donc, venez découvrir l'association et n'hésitez pas à aussi devenir membre. Je te remercie beaucoup, Bruno. Maintenant, je te laisse et je vous remercie, avant de nous quitter, je vous remercie beaucoup aussi d'avoir participé, d'avoir regardé. Il y aura évidemment le replay. Alors, je te laisse le mot de la fin. Bah déjà, merci d'avoir illuminé mes propos par ta synthèse. J'ai bien apprécié, parce que c'est toujours bien d'avoir ce miroir, de m'avoir donné l'occasion de l'exprimer. Et puis, je vais souhaiter à chacune et chacun qui puisse entendre aujourd'hui ou plus tard ceci, de pouvoir utiliser un autre regard sur la vie et des actions qui permettent de se sentir mieux. Il ne faut pas grand-chose, juste faire des petits pas. C'est plein de petits riens qui font du bien. Plein de petits biens qui font du bien, plein de petites choses qui font du bien. Merci beaucoup. Oui. Et puis, on aura un autre regard. Merci beaucoup et je te souhaite une toute belle journée et je vous souhaite aussi une belle journée. Au revoir, à bientôt. Et attendez, avant de dire au revoir, j'ai quand même un très beau générique que je vais quand même mettre. Hein, c'est important, mon petit générique de pain. Voilà, je l'ai trouvé, je vais le mettre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.